Le jour de mon mariage, le témoin a levé son verre et a annoncé l'affaire de mon mari avec ma sœur. Les invités ont halté, ma mère s'est caché le visage, mais je n'ai pas pleuré, j'ai tenu mon verre fermement et j'ai forcé un sourire. À ce moment-là, j'ai fait un vœu silencieux. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. La pièce brillait à la lueur des bougies. Des rires rebondissaient sur les murs de la salle de bal. Quand le témoin a levé son verre, mon cœur battait encore à tout rompre après la piste de danse. Mes joues me faisaient mal à force de sourire quand il s'est raclé la gorge et a souri à la foule. À l'heureux marié, dit-il, sa voix dégoulinant de ce charme arrogant que seuls les hommes ayant trop bu de whisky peuvent rassembler. Un homme si chanceux qu'il n'a pas seulement gagné le cœur d'une sœur Grégory. Il a réussi à garder les deux sœurs au chaud pendant ces froides nuits de Denver. La salle a explosé. Rire, halètement, le bruit des fourchettes contre la porcelaine. Un applaudissement d'un cousin ivre au fond. Et puis le silence, un silence épais et étouffant alors que ce qu'il avait dit se faisait sentir. Je me suis figé, le verre de champagne à moitié levé dans ma main. Le bras de mon nouveau mari s'est tendu contre le mien, son sourire hésitant. Ma sœur, dans sa robe de demoiselle d'honneur bleu pâle, est devenue écarlate, mais n'a pas détourné le regard. Elle a fixé le sol avec ce sourire coupable que j'avais déjà vu, celui qu'elle arborait quand elle pensait être assez rusée pour s'en sortir. Mon estomac s'est effondré comme si j'avais été poussé d'une falaise. Mes oreilles bourdonnaient. L'air dans la pièce semblait plus fin, et je jure que je pouvais sentir tous les regards sur moi. Famille, amis, étrangers, témoins de ma perte. Le témoin a ri nerveusement, levant son verre plus haut. Détendez-vous, les amis. Ce n'est qu'une blague. Mais personne ne riait plus. Le poids de ces mots avait déjà empoisonné la pièce. Je me suis tourné vers mon mari, cherchant dans son visage un démenti, une indignation, quelque chose. Mais il a juste forcé un rire, a haussé les épaules comme si ce n'était rien, et a trinqué avec l'homme qui venait de réduire nos vies en cendres. Et ma sœur, elle a finalement levé les yeux vers moi, et elle a souri, pas largement, pas grandement, juste assez pour me dire la vérité sans un mot. C'était réel. Mes jambes semblaient sur le point de céder sous moi. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le verre ni quitté la salle en trombe. J'ai levé mon champagne à mes lèvres et j'ai avalé l'amertume, goûtant une amertume qui n'avait rien à voir avec la boisson. Savannah, a murmuré ma mère, sa main effleurant la mienne sous la table, tremblante. Elle pensait que j'allais m'évanouir. Elle pensait que j'allais m'effondrer devant tout le monde, mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri, un sourire doux et habitué qui a figé mon visage tandis que mon intérieur se tordait. J'ai laissé le toast se terminer. J'ai laissé les applaudissements s'éteindre. J'ai laissé la musique reprendre comme si la nuit n'avait pas été mise à feu. Parce que là, dans cette salle de bal, pendant que les fleurs fleurissaient encore sur chaque table et que le gâteau restait intact dans un coin, j'ai pris ma décision. S'ils avaient transformé mon mariage en leur divertissement, alors je transformerais leur vie en ma scène. J'ai jeté un coup d'œil aux invités, mon père fixant sa boisson, mes cousins chuchotant derrière des serviettes, des collègues échangeant des regards complices, et je l'ai vu. La pitié. C'était la couronne qu'il m'avait donnée à Porter. La mariée pitoyable. Non, pas moi. Pas pour longtemps. Je me suis penché vers mon mari quand il m'a embrassé la joue, laissant le monde croire que j'étais toujours sa mariée. J'ai laissé ma sœur me serrer dans ses bras, son parfum épais et suffocant, sa main s'attardant un peu trop longtemps sur son épaule comme pour me mettre au défi de voir. J'ai laissé tout le monde penser que j'étais faible. À l'intérieur, cependant, j'ai senti la glace se durcir autour de mon cœur. Chaque rire à cette table, chaque regard chuchoté à travers la pièce, chaque sourire narquois, il ne me brisait pas. Il m'aiguisait. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début. Et un jour bientôt, quand les bougies seraient éteintes depuis longtemps et que les fleurs seraient fanées, chaque personne qui m'a vu souffrir en silence cette nuit-là verrait la vérité. La trahison était publique. La vengeance le serait aussi. J'ai levé mon verre à nouveau, une seule fois, laissant le liquide doré attraper la lumière. Ma main était ferme maintenant, ma voix calme quand j'ai dit à la loyauté. Quelques applaudissements épars ont suivi. Confus, mal à l'aise. Mon mari m'a serré la main sous la table comme pour me rassurer. Comme si je n'avais pas vu ma vie entière se fracturer devant moi. J'ai serré plus fort. Pas avec amour, avec une promesse.
Et quand le sourire de ma sœur a vacillé un bref instant, j'ai su qu'elle aussi l'avait ressenti. Le jeu avait commencé. Si tu m'avais demandé 6 mois avant le mariage à quoi ressemblait ma vie, je t'aurais dit que c'était ce qui se rapprochait le plus de la perfection que j'ai jamais connue. J'avais 33 ans, j'étais installé à Denver, et enfin dans un rythme qui semblait stable, presque enviable. J'avais un fiancé qui me faisait rire, une famille qui, du moins en apparence, était proche, et une carrière qui me donnait à la fois indépendance et fierté. Ma matinée commençait dans un petit condo surplombant la ligne d'horizon de la ville. Je préparais une cafetière, ouvrais la porte du balcon, et laissais la fraîcheur de l'air de la montagne me réveiller pendant que le soleil peignait les rues en contrebas. Je parcourais les emails pour l'agence de marketing où je travaillais, jonglant avec des campagnes pour des entreprises technologiques qui pensaient que le branding pouvait résoudre tous leurs problèmes. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. Et cela me donnait le genre de vie où je n'avais pas à vérifier le prix avant de commander un dîner dehors ou de réserver une escapade d'un week-end. Et puis il y avait lui, Marcus, mon fiancé. Tout le monde disait qu'il était charmant, ambitieux, le genre d'homme qui pouvait entrer dans une pièce et la posséder sans effort. Il était conseiller financier avec une liste de clients fortunés. Et il aimait plaisanter en disant que sa vraie compétence n'était pas de gérer des portefeuilles, mais de gérer des gens. Et peut-être qu'il avait raison, car les gens l'aimaient. Il savait comment faire sentir les étrangers importants. Comment se souvenir des noms, comment raconter des histoires qui rendaient même les détails les plus ordinaires fascinants. J'aimais ça chez lui. Ou du moins je le pensais. Il venait me chercher au travail avec ce sourire facile, m'embrassait comme s'il avait faim toute la journée, et me demandait les plus petits détails de ma journée, comme quelle police de caractère j'avais choisi pour une campagne ou comment se portait l'interne. Il me faisait me sentir vue, importante, comme si je n'étais pas juste un autre rouage de la machine. Ma sœur Léa faisait aussi partie du tableau. 2 ans plus jeune que moi, elle avait toujours été l'esprit libre. Celle qui prenait des risques que je n'ai jamais osé prendre. Qui s'était teint les cheveux en rose à l'université. Qui déménageait et quittait des emplois et des petits amis comme s'ils étaient des essais pour quelque chose de plus grand. Elle avait une façon de faire que tout ressemble à une aventure, même quand c'était le chaos. En grandissant, j'étais celle sur qui on pouvait compter, la plus stable, celle qui obtenait de bonnes notes et respectait les règles. Léa était la tempête. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tous les conflits et les rivalités, nous étions toujours proches. Ou du moins je le pensais. Elle taquinait parfois Marcus, l'appelant Monsieur Wall Street, ou roulant des yeux quand il parlait des marchés comme s'ils étaient des créatures vivantes. Mais elle riait aussi à ses blagues, se penchait un peu trop près quand il parlait, et touchait son bras de cette façon décontractée qu'elle avait de toucher tout le monde. Cela ne m'a rien fait ressentir à l'époque, juste Léa étant Léa. Nous nous retrouvions pour le brunch du dimanche dans un café du centre-ville, tous les 3 partageant des crêpes et des mimosas. Il se moquait de moi en disant que j'étais trop sérieuse, que je commandais toujours du café noir pendant qu'il partageait une bouteille de champagne. Je riais parce que ça faisait du bien d'avoir les 2 personnes que j'aimais le plus au même endroit qui s'entendaient bien. En y repensant maintenant, ces brunchs étaient des répétitions, des auditions subtiles pour la trahison que je n'avais pas vu venir. Mes parents adoraient Marcus. Ma mère disait qu'il était stable, juste ce qu'il fallait à Savannah, tandis que mon père aimait qu'il puisse parler sport et argent avec une égale aisance. Ma famille l'a embrassé comme s'il était déjà l'un des nôtres. Et chaque fois que je voyais le sourire approbateur de ma mère, cela ressemblait à une victoire silencieuse. Pour une fois, j'avais bien choisi. Pour une fois, je n'étais pas celle qui poursuivait, réparait, gérait le chaos. Dans les mois qui ont précédé le mariage, je me suis laissé rêver. J'imaginais une maison en banlieue. Peut-être des enfants plus tard. Peut-être même le genre de Noël en famille où nous ne nous tolérions pas seulement, mais nous nous sentions réellement entiers. Je voulais croire que je construisais quelque chose de stable, d'infaillible. Mais même dans ce monde ordinaire, il y avait des fissures, de petites. Comme la nuit où Marcus est rentré tard du travail, sa chemise froissée, sentant légèrement un parfum qui n'était pas le mien. Il a balayé cela d'un rire, disant qu'un de ses clients l'avait serré dans ses bras pour lui dire au revoir, et j'ai laissé passer parce que je ne voulais pas être la fiancée jalouse. Ou le moment où Léa est venue à mon condo sans prévenir quand Marcus était là et que l'air entre eux a légèrement changé comme un courant que je n'étais pas censé remarquer. Elle a complimenté sa cravate d'une manière trop directe, trop chaleureuse, et il a souri plus largement qu'il n'aurait dû. Je me souviens avoir mis cela sur le compte de la compétitivité fraternelle. Léa aimait toujours l'attention et Marcus en donnait librement.
Je me suis dit que c'était inoffensif. Mais la vérité, c'était le signal d'alarme. Le moment qui aurait dû m'arrêter est arrivé un soir à la fin du printemps, environ 2 mois avant le mariage. Je travaillais tard sur une proposition de client, mon ordinateur portable posé sur le comptoir de la cuisine, quand j'ai entendu Marcus dans le salon. Il était au téléphone, sa voix basse, décontractée, presque tendre. « Tu étais incroyable aujourd'hui, dit-il, riant doucement. Tu le es toujours. » Je supposais qu'il parlait à un client, peut-être qu'il flattait un investisseur fortuné, mais ensuite il a ajouté, « Elle n'a aucune idée. Tu es trop doué pour ça. » Je me suis figé. Mes doigts ont plané sur le clavier, ma poitrine se serrant. Avant que je puisse bouger, avant que je puisse décider de le confronter, il a raccroché. Quand j'ai demandé qui c'était, il a souri, m'a embrassé le front, et a dit, juste du travail. Ne t'inquiète pas, et je ne me suis pas inquiété. Je l'ai enterré. Je me suis laissé croire parce que l'alternative était impensable. Maintenant, quand je regarde en arrière, je sais que c'était ce moment-là. La première fissure qui a tout déchiré. Le moment où j'aurais dû poser des questions, le moment où j'aurais dû voir la vérité, mais je ne l'ai pas fait. J'ai versé un autre verre de vin, fermé mon ordinateur portable, et je me suis dit que j'étais chanceuse. Et cette erreur, ignorer le signal d'alarme, a été le choix qui a fait de moi la mariée qui a levé son verre à la loyauté lors d'une nuit de noces construite sur des mensonges. Le matin de mon mariage, je me souviens avoir pensé que rien ne pouvait gâcher cette journée. Denver rayonnait, le soleil se déversant à travers les nuages comme si la ville elle-même me bénissait. L'air sentait la fin de l'été, les roses et la pluie fraîche de la veille. Je me suis réveillé au son des bavardages de mes demoiselles d'honneur, des fers à friser bourdonnants, des verres de champagne qui s'entrechoquaient, et Léa était déjà là. Elle a soufflé dans la suite nuptiale comme si elle possédait l'endroit, sa robe bleu pâle drapée sur son bras, ses cheveux encore humides. « Détends-toi, et savez, dit-elle en posant son sac sur la chaise. Aujourd'hui va être parfait. Elle m'a embrassé la joue, s'est attardée un peu trop longtemps en m'examinant dans le miroir, puis a souri. C'était le genre de sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Nous avons passé des heures à nous habiller, à nous peindre des sourires sur le visage, à enfouir nos nerfs avec de faux rires. Je me souviens avoir attrapé son reflet alors qu'elle enfilait sa robe. Le corsage était un peu plus décolleté que je ne m'en souvenais lors de l'essayage. Un détail que j'avais manqué, un détail qu'elle n'avait pas manqué, mais je me suis dit que ce n'était rien. Au moment où j'ai traversé l'allée, l'orchestre jouant, Marcus m'attendant sous cette arche de fleurs, mon cœur était tellement plein qu'il faisait mal. Chaque doute, chaque petit signal d'alarme, je les ai étouffés sous le poids de l'amour et de l'attente. Il me regardait avec ses yeux, ceux qui m'avaient convaincu que j'étais la seule femme au monde, et j'ai cru. Dieu me pardonne, j'ai cru. La cérémonie s'est passée comme un rêve. Vœux, alliance, applaudissements. J'étais à lui, il était à moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ce n'est qu'à la réception, quand le vin coulait et que le groupe battait son plein, que le rêve a commencé à se fissurer. La salle de bal était dorée de lumière, des rires se déversaient comme du champagne sur chaque table. Les verres s'entrechoquaient, les assiettes de filets mignons et de saumon disparaissaient, et pour la première fois de la journée, j'ai senti mes muscles se détendre. Nous l'avions fait. Nous avions survécu au stress, à la planification, au mois de chaos. Je n'ai pas remarqué la façon dont les yeux de Marcus ont jeté un coup d'œil à Léa quand il pensait que je ne regardais pas. Je n'ai pas attrapé le sourire narquois qu'elle lui a lancé par-dessus son verre. Ma mère l'a fait, son front plissé, mais elle n'a rien dit. Quand le témoin, Adrienne, s'est levé pour faire son toast, je me suis appuyé sur Marcus, ma main posée sur la sienne. Je m'attendais aux histoires embarrassantes, aux blagues inoffensives, aux clichés sur l'amour et la loyauté. Adrienne a tapoté son verre avec un couteau, un sourire narquois sur les lèvres. À Marcus et Savannah, a-t-il commencé. Le couple parfait. Et n'oublions pas, Marcus est un homme chanceux. Il n'a pas seulement gagné le cœur de Savannah. Il a réussi à garder les deux sœurs Grégory au chaud pendant ces froides nuits de Denver. Rires, allaitements, applaudissements qui se sont transformés en murmures. Je me souviens du son de mon propre battement de cœur assourdissant dans mes oreilles. La façon dont ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai cru m'évanouir. Le sol a oscillé sous moi. Et puis je l'ai vu. Le visage de Marcus, pas choqué, pas indigné, juste un éclair de panique.
Et puis ce rire, forcé, creux. Il a levé son verre comme pour être d'accord, comme pour se joindre à la blague. Et Leia, ma sœur, mon sang. Elle n'a même pas essayé de se cacher. Elle a rougi, ses lèvres formant ce sourire complice. Elle a touché ses cheveux, a baissé les yeux, puis m'a regardé avec des yeux qui me mettaient au défi de le nier. C'est à ce moment-là que la vérité m'a frappé avec la force d'un accident de voiture. Ce n'était pas un lapsus. Ce n'était pas Adrien qui était ivre ou négligent. C'était orchestré, une performance. Et les stars du spectacle, l'homme que je venais d'épouser, et la sœur qui s'était tenue à mes côtés dans une robe bleu pâle, étaient assis là comme si tout cela était une blague entre initiés. La main de ma mère a effleuré la mienne sous la table, tremblante. Mon père a marmonné quelque chose dans son verre, sa mâchoire tendue. Autour de nous, les invités bougeaient, toussaient, murmuraient. Certains riaient nerveusement. D'autres me regardaient avec pitié. Et moi, je suis resté figé. Ma poitrine me faisait mal de trahison, le chagrin me submergeait comme de l'eau glacée. La rage suivait de près, chaude et dévorante. Je voulais crier, renverser la table, arracher les fleurs de leur vase et les lancer à travers la pièce. Je voulais traîner Marcus par sa cravate parfaite dans la rue et laisser le monde voir ce qu'il était vraiment. Mais je n'ai pas bougé. J'ai levé mon champagne à mes lèvres. Ma main tremblait, mais mon sourire ne faiblissait pas. Les bulles me brûlaient la gorge, mais j'ai avalé chaque goutte parce que l'humiliation était déjà complète. Il n'y avait plus rien à sauver. Pas ce soir. Alors que le toast se terminait et que la musique reprenait péniblement, j'ai regardé Marcus. Je l'ai vraiment regardé, la façon dont il évitait mes yeux. La façon dont sa main serrait la mienne, non pas avec amour, mais avec un avertissement. Ne fais pas de scène. C'est ce que disait sa poigne. Et puis Leia, elle a levé son verre, ses yeux fixés sur les miens, ce sourire narquois toujours là, moqueur, triomphant. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un lapsus. C'était un message. Ils voulaient que je sache. Ils voulaient que le monde sache. Ils avaient choisi de m'humilier. Pas à huis clos, pas par des murmures, mais ici, le soir de mon mariage, devant Dieu, ma famille, mes amis. C'était calculé, froid, cruel. Et à cet instant, sous les lumières blanches du ballroom et les regards pleins de pitié de tous les invités, j'ai pris ma décision. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de mon effondrement. Non, je sourirai. Je jouerai le rôle de la mariée parfaite. Je les laisserai croire qu'ils avaient gagné. Et ensuite, je les détruirai. Ma rage s'est cristallisée en quelque chose de plus pointu que le chagrin. Quelque chose de plus froid que le chagrin d'amour. C'était un but. C'était du pouvoir. Alors que Marcus m'embrassait la joue pour les caméras, que Leia applaudissait au rythme de la musique, je me suis murmuré silencieusement, si vous avez fait de mon mariage un toast, alors je ferai de vos vies une marche funèbre. Et chaque personne dans cette pièce regardera. Et ce fut la nuit où Savannah Gregory cessa d'être la mariée pour devenir l'exécutrice. Les gens parlent des mariages comme des débuts. Pour moi, le mien fut une fin. La fin de l'innocence, la fin de la foi aveugle, la fin de croire que l'amour et la famille suffisaient. Mais à ce même instant, quelque chose d'autre est né en moi. Une clarté plus vive que le chagrin. Le lendemain matin, je me suis tenu dans la salle de bain de notre suite nuptiale, me regardant dans le miroir. Mes cheveux étaient toujours parfaitement bouclés de la veille, épinglés avec de minuscules perles, mais mes yeux semblaient vides. À côté de moi, le lavabo était encombré de la colonne de Marcus, de sa montre, de ses boutons de manchette. Des traces d'un homme qui m'avait déjà trahi avant même que notre première nuit en tant que mari et femme ne soit terminée. Il dormait étalé sur le lit dans l'autre pièce, son téléphone vibrant sur la table de chevet. Je n'avais pas besoin de le vérifier. Je savais qui c'était. Je savais qui ce serait toujours. Pendant quelques minutes, je me suis laissé briser. Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, le mascara se fondant sur mes joues. Ma poitrine tremblait comme si mon corps essayait de repousser le chagrin par la force. Mais ensuite, aussi vite qu'elle était venue, elle s'est endurcie. Mes larmes se sont séchées. Ma respiration s'est calmée. J'ai posé mes paumes à plat sur le comptoir et j'ai murmuré à voix haute juste pour moi-même, vous n'allez pas vous en tirer. À partir de ce moment, je n'étais plus sa femme. J'étais son bourreau.
De retour à Denver, il est devenu presque facile de faire semblant. Marcus s'est glissé dans le rôle du mari attentionné, m'apportant du café au lit, m'envoyant des messages du bureau, me demandant comment s'était passée ma journée. Il jouait si bien son rôle que j'ai presque ri, car en coulisses, je pouvais sentir les fissures s'élargir. Leia, bien sûr, était sans vergogne. Elle est venue dîner un soir, me serrant un peu trop fort à la porte, puis s'asseyant en face de la table avec sa jambe croisée juste comme il faut, sa robe révélant trop de peau. Elle riait à toutes les blagues de Marcus, touchait sa main quand elle pensait que je ne regardais pas. Une fois, alors que je me levais pour verser plus de vin, j'ai attrapé leur reflet dans la fenêtre. Ses lèvres trop proches de son oreille, son sourire trop rapide, trop familier. Il pensait que je ne remarquais pas. Il pensait que j'étais naïve. Trop fragile pour voir ce qui était devant moi. C'était leur erreur, car je regardais tout. Chaque glissement de main, chaque regard qui s'attardait, chaque message qui faisait s'allumer son téléphone au milieu de la nuit, je m'en suis tout mémorisé. Et plus je voyais, plus je réalisais quelque chose de glaçant. Il n'essayait même plus de le cacher. Ce n'était pas de l'insouciance. C'était de l'arrogance. Marcus avait toujours été un homme qui prospérait dans le contrôle, qui pensait être plus intelligent que tout le monde dans la pièce. Leia avait toujours vécu comme si les conséquences étaient pour les autres. Ensemble. Ils étaient ivres de leur propre confiance, convaincus que je ne me défendrais jamais. Et c'était le carburant dont j'avais besoin. Au début, j'ai envisagé de partir, de faire mes valises, de partir, de recommencer, mais l'idée se caillait dans mon estomac. Partir signifierait me rendre. Cela signifierait les laisser gagner, les laisser rire de moi à huis clos, laisser ma famille me plaindre en tant que femme qui a perdu à la fois un mari et une sœur. Non. Si je partais tranquillement, leur vie continuerait intacte, et la mienne serait la seule brisée. C'était inacceptable. La décision m'est venue un soir au dîner. Nous étions dans un restaurant de steak au centre-ville, le genre d'endroit où Marcus aimait amener ses clients. La lumière des bougies était tamisée, la musique douce, et en face de la table, il me souriait comme si nous étions l'image d'un couple parfait. J'ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a parlé des marchés, de son patron, d'un client qui voulait investir dans l'immobilier. Ces mots se sont mélangés jusqu'à ce que tout ce que j'entende soit le son d'un menteur prétendant qu'il me trompait encore. Quand le serveur a apporté le dessert, Marcus a pris ma main. « Tu es silencieuse ce soir, dit-il. Tout va bien ? » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai vu non pas un mari, pas un partenaire, mais un homme qui m'avait sous-estimé si complètement qu'il ne réalisait même pas que ses jours de confort étaient comptés. J'ai souri et dit, « Tout va bien. » Et à ce moment-là, j'ai su que je ne survivrais pas seulement à cette trahison. Je la démantèlerai pièce par pièce, brique par brique, jusqu'à ce que Marcus et Leia n'aient plus rien. Après cela, chaque jour est devenu une préparation. Au brunch avec ma mère, je riais, je souriais, je faisais semblant que la vie était un bonheur. Mais à l'intérieur, je cataloguais chaque détail des allées et venues de Leia. Au travail, je peaufinais les présentations avec un sourire, mais mon esprit rejouait les mots de Marcus, son ton, ses gestes, cherchant des fissures que je pourrais exploiter. C'était comme une partie d'échecs, et j'apprenais le plateau. La beauté de la trahison est qu'elle rend les gens négligents. Marcus est devenu plus audacieux, rentrant plus tard, balayant les questions avec des réponses à moitié. Leia est devenue négligente, m'envoyant moins de messages, et évitant mes yeux quand nous nous rencontrions pour un café. Il pensait que la distance rendrait les choses moins évidentes. Cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Et moi, je jouais le rôle du sot. J'ai laissé Marcus croire que son charme fonctionnait toujours sur moi. J'ai laissé Leia croire que je la considérais toujours comme ma sœur, pas ma rivale. J'ai laissé tous deux croire que j'étais aveugle, fragile, brisé. Pendant ce temps, j'aiguisais des couteaux qu'ils ne pouvaient pas voir. Le tournant est arrivé 2 semaines plus tard lors d'un dîner de famille. Nous étions tous assis autour de la table de mes parents, l'odeur du poulet rôti et du romarin remplissant l'air. Mon père a demandé à Marcus comment il allait au travail. Ma mère a complimenté la robe de Leia. C'était ordinaire, presque ennuyeux jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai attrapé la main de Marcus qui effleurait celle de Leia sous la table. Juste un éclair, juste une seconde, mais suffisante. Suffisante pour confirmer ce que je savais déjà. Suffisante pour allumer quelque chose en moi qui ne s'éteindrait jamais. Je n'ai pas bronché.
Je n'ai pas halté. Je ne les ai pas laissés savoir que j'avais vu. Au lieu de cela, j'ai souri, j'ai attrapé mon verre, et je l'ai levé en un petit toast. À la famille, ai-je dit doucement. Mon père a hoché la tête, ma mère a souri, et le moment est passé. Mais les yeux de Marcus ont jeté un coup d'œil dans ma direction, méfiant une fraction de seconde, Leia s'est déplacée sur son siège, sa fourchette cliquetant contre son assiette. Il pensait que je n'avais pas remarqué. Mais cette nuit-là, alors que j'étais allongé à côté de Marcus dans le lit, fixant le plafond, les mots résonnaient dans mon esprit. À la famille. L'ironie était profonde. Ma famille m'avait trahi, mon mari, ma sœur, mon sang. Et c'est cette nuit-là que j'ai décidé, vraiment décidé que je ne pardonnerai pas. Je n'oublierai pas. Je les ferai payer. Le lendemain matin, alors que Marcus m'embrassait pour me dire au revoir et que Leia m'envoyait des messages pour un brunch entre sœurs, j'ai souri. Je les ai serrés dans mes bras. J'ai joué le rôle qu'ils attendaient. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en train de cartographier les premières étapes. Ils pensaient m'avoir brisé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà commencé. La première règle de la vengeance est la patience. C'est la leçon que je me suis enseignée dans les semaines qui ont suivi ma nuit de noces. Je ne pouvais pas frapper vite. Pas encore. Je devais frapper proprement. Alors, j'ai joué le rôle dont ils avaient besoin. Marcus a eu l'épouse attentive, souriant à ses côtés lors des dîners, s'enquérant de sa journée comme si je me souciais des marchés et des portefeuilles clients. Leia a eu la sœur loyale, partageant des brunchs, riant à ses histoires, hochant la tête quand elle parlait de son dernier travail indépendant qu'il a payé mystérieusement en espèces. Derrière cette performance, cependant, je les étudiais, cartographiant leurs faiblesses. J'ai commencé par Marcus. Il était négligent dans de petites choses. Il laissait son téléphone face visible sur le comptoir, les notifications illuminant l'écran avec des messages dont il pensait que je ne me soucierais pas. Il griffonnait des notes sur des blocs jaunes et les laissait éparpillées sur son bureau. Et quand il se connectait à son ordinateur portable devant moi, il ne prenait jamais la peine de masquer l'écran. Je suis devenu une ombre à ses côtés. S'il répondait à un appel en haut-parleur, j'écoutais. S'il laissait sa mallette non zippée, je jetais un coup d'œil. J'ai mémorisé les noms des clients, les comptes bancaires, les transactions à venir. Pas assez pour le rendre méfiant, juste assez pour savoir où chercher plus tard. Une nuit, alors qu'il rentrait tard et s'endormait sur le canapé, j'ai glissé son téléphone de sa poche. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait se réveiller. Je n'ai pas osé le déverrouiller. Je ne pouvais pas risquer qu'il remarque une trace de doigt ou une tentative de mot de passe erroné. Au lieu de cela, je l'ai incliné juste assez pour que la lumière de l'écran affiche sa dernière notification. À demain. Même endroit, de Leia. La rage montait, mais je l'ai avalée parce que maintenant j'avais une piste. Puis je me suis tourné vers ma sœur. Leia était impulsive, gourmande et imprudente. Elle voulait le frisson du vol, mais elle voulait aussi les récompenses, de nouveaux vêtements, des dîners coûteux, un style de vie qu'elle ne pouvait pas s'offrir seule. Je surveillais attentivement ses histoires Instagram. Nouveau sac à main, journée spa, escapade d'un week-end. Je savais que Marcus la finançait, mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai proposé mon aide. Un après-midi, j'ai accidentellement mentionné un ami qui pouvait lui obtenir des réductions sur des chaussures de designer si elle pouvait montrer une preuve de revenu. Elle a ri, dit qu'elle avait des reçus, et m'a agité son téléphone devant le visage, faisant défiler des captures d'écran de transfert que Marcus lui avait envoyées. Mon estomac s'est serré, mais mon visage n'a pas bougé. J'ai ri, les taquiné sur le fait d'être gâté, et je l'ai laissé croire que je n'avais pas vu assez, mais j'avais vu. Elle m'a fait confiance et c'était son erreur. Bien sûr, planifier une vengeance n'est pas aussi simple que de recueillir des secrets. Il faut cacher la chasse et c'était la partie la plus difficile. Il y a eu des frôlements de danger. Un soir, pendant que Marcus prenait sa douche, j'ai ouvert son ordinateur portable, glissant une clé USB dans le port. Je l'avais acheté discrètement, en liquide seulement, dans un magasin d'électronique de l'autre côté de la ville. Elle était chargée d'un logiciel pour copier des documents sans laisser de traces. Mes mains tremblaient pendant que les fichiers se transféraient. Documents fiscaux, comptes clients, virements bancaires. La porte de la salle de bain a grincé. La vapeur s'est échappée. Mon pouls s'est accéléré.
J'ai retiré la clé USB juste au moment où il retournait dans la chambre, une serviette autour de la taille. Il m'a souri, ignorant. « Tu m'attends » a-t-il taquiné. J'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr ». Plus tard dans la nuit, je suis resté éveillé à côté de lui, serrant la petite clé USB sous les couvertures comme si c'était l'arme la plus tranchante que j'ai jamais tenue. Il y a eu d'autres moments aussi. Une fois, Leia a emprunté mon ordinateur portable pour vérifier son email. J'avais déjà installé un logiciel de suivi sur les comptes de Marcus, mais mon estomac s'est effondré en la regardant taper rapidement sur les touches. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle verrait quelque chose qu'elle ne devait pas, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a rendu l'ordinateur portable, trop occupé à envoyer des messages à Marcus pour me remarquer en train de regarder. Chaque frôlement du danger ne faisait que me rendre plus audacieuse. Petit à petit, j'ai construit le dossier. Email entre Marcus et Leia, déguisés avec de faux noms, mais écrits dans leur voix. Capture d'écran de transfert d'argent de ses comptes aux siens. Photo que j'ai prise moi-même. La main de Marcus effleurant la sienne dans un restaurant quand il pensait que personne ne regardait. Leia sortant de sa voiture tard dans la nuit. J'ai tout sauvegardé, organisé en dossier, étiqueté soigneusement. Financier, personnel, visuel. C'était plus que des preuves. C'était des munitions. Et pendant que je rassemblais des preuves, je tissais aussi des alliances. J'ai commencé par l'assistante de Marcus, Julia. Elle était intelligente, surmenée, sous-estimée. Je l'ai invitée à prendre un café un après-midi, j'ai joué l'épouse concernée, j'ai posé des questions sur l'emploi du temps de Marcus. Elle a soupiré, a roulé des yeux, et a avoué plus que ce que je m'attendais. Marcus avait fait des raccourcis, enfreint des règles avec les comptes clients, se vantant que personne ne pourrait l'attraper. J'ai souri, les remercié, et je lui ai offert un meilleur emploi dans mon entreprise si elle voulait changer d'avis, plantant des graines, m'assurant que quand le moment serait venu, elle ne le protégerait pas. Avec Leia, les alliances venaient plus facilement. Elle était négligente avec ses amis. Elle bavardait quand elle était ivre. Je l'ai invitée dehors un soir, lui ai servi des cocktails, l'ai écouté se vanter de Marcus, comment il lui achetait des bijoux, comment il promettait de régler les choses bientôt. Elle pensait m'impressionner. Elle ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Les enjeux augmentaient chaque jour. Au travail, je jonglais avec les échéances et les enquêtes secrètes. À la maison, je préparais des dîners et embrassais Marcus pour lui souhaiter bonne nuit, tout en classant les preuves de sa trahison. Lors des réunions de famille, je souriais à côté de Leia, mon bras autour de ses épaules, tout en imaginant l'expression sur son visage quand tout allait s'effondrer. Le masque devenait plus lourd, mais je le portais bien. Et puis vint la nuit où je savais que le plan était prêt. Il était tard. Marcus s'était endormi sur le canapé. La télévision projetait une lumière sur son visage. Son téléphone vibrait sur la table, s'illuminant d'un message de Leia. Il faut faire attention. Elle n'est pas stupide. Les mots me provoquèrent un frisson. Elle avait raison. Je n'étais pas stupide. Mais elle était trop tard. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Je me suis tenu au-dessus de Marcus, le regardant dormir. L'homme que j'avais cru être mon partenaire, mon éternel amour. Sa poitrine montait et descendait. Ses lèvres s'entr'ouvraient dans un repos insouciant. Pendant que la vie qu'il pensait contrôler vacillait au bord de la ruine, j'ai souri. Parce que le plan n'était plus seulement à moitié formé. Il était terminé. Tout ce qui restait était de décider quand et comment appuyer sur la gâchette. La nuit que j'ai choisie était délibérée. Les 40 ans de mariage de mes parents. Un jalon qui exigeait une grande célébration. Salle de banquet, traiteur, une liste d'invités remplie de familles, d'amis et de collègues de Marcus. La scène parfaite. Quand je suis entré dans cette salle de bal, c'était comme si le mariage n'avait jamais pris fin. Même lustre, même rires étouffés, même sourire étiré un peu trop fin. Seulement cette fois, je n'étais pas la mariée naïve. J'étais l'exécutrice, vêtue de soie noire, portant le poids silencieux de tout ce que j'avais rassemblé. Marcus m'a embrassé la joue à la porte, inconscient. Leia est passée devant moi en coup de vent, son parfum aussi piquant que d'habitude, se penchant pour murmurer. Essayons de passer une seule fête de famille sans drame. Elle a souri, certaine qu'elle tenait toujours le dessus. Si seulement elle savait. La soirée s'est déroulée comme à l'horloge. Dîner, discours, rire.
Marcus tenait le cercle au centre de la table, se vantant d'une transaction récente. Léa flottait entre les groupes, absorbant les compliments sur sa robe. J'ai joué le rôle de l'épouse attentive, de la fille aimante, de la sœur de soutien, et pendant tout ce temps, les preuves brûlaient dans mon sac. Clé USB, capture d'écran, photos, enregistrement. Des preuves empilées si haut qu'elles pouvaient les écraser d'un seul coup. Quand le dessert a été servi et que le groupe s'est tu, je me suis levé de ma chaise. Fourchette immobile, conversations éteintes. Ma mère a souri, s'attendant à un toast en l'honneur d'elle et de mon père. Marcus a levé les yeux, distrait mais calme. Les yeux de Léa se sont plissés, méfiants. Ce soir, ai-je commencé, ma voix ferme. Nous célébrons 40 ans de loyauté, d'engagement et d'amour. Des applaudissements ont retenti, chauds et polis. J'ai laissé cela s'éteindre avant de parler à nouveau. Mais la loyauté, ai-je poursuivi, mon ton s'aiguisant, n'est pas toujours facile à trouver. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance nous enseignent ce que la trahison signifie vraiment. L'air a changé. Les invités se sont regardés, un malaise se répandant comme de la fumée. Le sourire de Marcus a vacillé. Léa a croisé les bras, forçant un rire. J'ai sorti la clé USB de mon sac et je l'ai levée. J'ai passé des mois à rassembler la vérité, et ce soir vous allez tous la voir. Halètement, murmure. Mon père a posé son verre avec un bruit sourd. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine. Je me suis dirigé vers le projecteur que le lieu avait installé pour un diaporama de vieilles photos de famille. Au lieu de cela, j'ai inséré ma propre clé. L'écran a clignoté, puis le chaos. D'abord sont venus les messages. Des dizaines de messages projetés plus grands que nature. La nuit dernière était incroyable. Elle n'a aucune idée. Bientôt nous n'aurons plus à nous cacher. Le nom de Marcus en haut. Les réponses de Léa en bas, pleines de cœurs et de baisers. La salle a explosé. Halètement, murmure, quelques rires étouffés de ceux qui avaient soupçonné depuis le début. Ma mère s'est caché le visage, secouant la tête. Le visage de mon père est devenu écarlate. Marcus s'est levé d'un bond. Savannah, éteins ça. Mais je n'avais pas fini. Ensuite sont venus les transferts. Capture d'écran des comptes de Marcus. Des milliers de dollars canalisés au nom de Léa. Date, montant, reçu. Assez pour prouver qu'il n'était pas seulement infidèle. Il était négligent. Les invités se sont penchés en avant, les yeux écarquillés. Un collègue de Marcus a murmuré quelque chose à sa femme, tous deux le regardant fixement. Et puis les photos. Léa se glissant dans la voiture de Marcus à minuit. La main de Marcus sur sa cuisse dans un restaurant. Une photo floue mais indéniable d'eux s'embrassant devant son appartement. Le silence était assourdissant. Je me suis retourné vers la foule, ma voix comme de la glace. Ceci est l'homme que j'ai épousé, et ceci est la sœur à laquelle j'ai fait confiance. Marcus s'est précipité vers moi, désespéré de saisir la clé USB. Mais Julia, son assistante, celle que j'avais soigneusement gagnée, est intervenue. Elle m'a tendu un dossier que je lui avais demandé de garder en sécurité jusqu'à ce soir. À l'intérieur se trouvaient des documents prouvant la mauvaise conduite de Marcus au travail. Rapports falsifiés, comptes clients manipulés, emails se vantant que personne ne le rattraperait jamais. Je les ai brandis en l'air. Et pour ceux d'entre vous qui lui ont fait confiance avec votre argent, c'est ainsi qu'il vous a remboursé. La salle a rugi. Un client s'est levé en criant. Un autre est sorti en trombe, téléphone à la main, déjà en train de composer. Le visage de Marcus s'est vidé de sa couleur. Léa a bégayé, le cherchant, mais il l'a repoussé. Tu m'as tendu un piège, m'a-t-il sifflé, sa voix basse, mais audible. J'ai souri. Non, Marcus, tu t'es tendu un piège toi-même. Je n'ai fait que garder les reçus. Le coup final est venu en dernier. Je suis retourné au microphone, laissant le chaos mijoter, puis j'ai levé la main pour le silence. Il y a une chose de plus, ai-je dit doucement, presque tendrement. Quelque chose que vous devriez tous les deux savoir. Les invités se sont penchés. Les mains de Marcus se sont serrées en poing. La lèvre de Léa tremblait. Je savais, ai-je continué, que le jour de mon mariage serait le début de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, des semaines avant, j'ai veillé à ce que tous les actifs en mon nom soient protégés, tous les comptes verrouillés, tous les héritages sécurisés.
J'ai regardé directement Léa. Tu ne verras jamais un centime. Puis Marcus et toi, vous ne vous remettrez jamais. Et avec cela, j'ai révélé le contrat de mariage, inattaquable, signé, déposé, public. Il ne laissait rien à Marcus à part des dettes et de la honte. Tout le reste, ma maison, mes finances, mon avenir, m'appartenait seul. La foule a halté à nouveau, plus fort cette fois. Ma mère a sangloté dans ses mains. Mon père a hoché la tête une fois, une sorte de fierté sombre dans ses yeux. Marcus s'est effondré sur sa chaise, stupéfait. Léa s'est effondrée à côté de lui, les larmes striant son visage, son maquillage coulant comme de l'encre. J'ai levé mon verre, ma voix traversant le bruit une dernière fois. À la loyauté, ai-je dit, les mêmes mots que j'avais prononcés la nuit de mon mariage. Et cette fois, personne n'a osé détourner le regard. Le silence lui-même était la victoire. Ce fut la nuit où Marcus a perdu sa carrière, ses clients, sa réputation. La nuit où Léa a perdu sa famille, sa position, le moindre gramme de crédibilité qui lui restait. Et ce fut la nuit où je suis parti. Pas comme une mariée brisée, mais comme la femme qui avait orchestré leur ruine. Il y aurait des murmures, bien sûr, des gros titres, peut-être, des répercussions qui onduleraient pendant des années. Mais l'issue était scellée dans cette salle de bal. Je n'ai pas seulement exposé leur trahison. Je l'ai terminée. La salle de bal s'est vidée dans un chaos. Les invités sont sortis en chuchotant, certains en colère, d'autres secoués, d'autres faisant semblant de ne rien avoir vu du tout. Ma mère ne pouvait pas regarder Léa dans les yeux. Mon père est passé devant Marcus sans un mot. Et moi, je suis resté jusqu'à ce que la dernière bougie s'éteigne, regardant les débris de deux personnes qui pensaient m'avoir trompé. Marcus était affalé à la table, sa cravate desserrée, son visage gris. Son téléphone vibrait encore et encore. Des clients exigeant des réponses, des partenaires se retirant, des collègues coupant les ponts. Chaque vibration était un clou de plus dans le cercueil de l'empire qu'il avait construit sur des mensonges. Léa était pire. Elle s'était effondrée sur elle-même, le mascara striant ses joues, ses cheveux autrefois parfaits emmêlés dans ses poings. Elle a essayé de me parler pendant que je passais, attrapant mon poignet. Et savez, s'il te plaît. J'ai baissé les yeux vers sa main, la même main qui avait tenu mon mari en secret, et je l'ai secouée comme de la cendre. Tu as fait ton choix, Léa. Vis avec ça. Ses sanglots ont fait écho pendant que je m'éloignais. Les jours qui ont suivi ont été une tempête que Marcus ne pouvait pas fuir. Lundi, 3 de ses plus gros clients avaient retiré leur compte. Mercredi, son entreprise l'a suspendu, en attendant une enquête. Vendredi, des titres faisaient la une des Denver Business Journal. Conseiller financier accusé de mauvaise conduite, fonds client en question. Son visage était partout. Pas l'homme souriant des photos de fiançailles, mais une fraude déshonorée, marquée et finie. Il a essayé de m'appeler, bien sûr. Messages vocaux pleins de supplications, de marchandage, même de rage. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Léa n'a pas fait mieux. Mes parents l'ont coupé, refusant de répondre à ses appels. Des amis se sont distanciés. Ces petites activités indépendantes se sont taries une fois que les gens ont réalisé que son luxe n'était pas auto-fabriqué, mais financé par une affection volée et de l'argent sale. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus de public. Et moi, j'ai prospéré. Mes collègues de l'entreprise m'ont traité avec une révérence silencieuse, un mélange de pitié et d'admiration. Les amis qui doutaient autrefois de moi se sont rapprochés, murmurant à quel point j'étais forte. Mes parents, bien qu'ébranlés, me regardaient enfin non pas comme la fille qui suivait les règles, mais comme la fille qui avait survécu au feu. Les murmures ont changé. Je n'étais plus pitoyable. J'étais puissante. Mais la victoire n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Comme le matin où j'ai vu Marcus quitter notre condo pour la dernière fois. 2 valises à la main, les yeux vides. Il n'avait pas de travail, pas de réputation, pas d'argent qui ne soit pas lié à des dettes. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, et j'ai demandé calmement. Où iras-tu ? Il a marmonné quelque chose à propos de rester chez un ami. Sa voix a craqué. Bonne chance, ai-je dit simplement et j'ai fermé la porte. C'était la dernière fois que je le voyais. Des semaines se sont transformées en mois. Le scandale s'est approfondi. Les enquêtes ont révélé fraude, évasion fiscale, comptes falsifiés.
Marcus n'a pas seulement été humilié, il a été inculpé. Quand les menottes ont cliqué autour de ses poignets, la photo a fait la une de tous les sites d'information de l'État. Léa était assise dans la salle d'audience ce jour-là, pâle et tremblante. Mais même elle ne pouvait pas le sauver. Elle n'était plus qu'une spectatrice maintenant. Et quand il a été condamné, elle n'a pas une seule fois levé les yeux vers moi. Cela aurait dû suffire. Cela aurait dû me satisfaire de le voir dépouillé de tout, de l'avoir jeté dehors dans le froid. Mais la vérité, la vengeance est addictive. Et c'est pourquoi j'ai gardé une dernière carte. C'était un dîner de famille quelques mois après la condamnation de Marcus. Plus petit maintenant, plus silencieux. Mes parents, quelques cousins, quelques parents qui n'avaient pas fui la honte, et Léa. Elle s'est présentée dans une robe délavée, sans maquillage, ses cheveux tirés en un chignon désordonné. Elle a pris sa place à table, les yeux baissés, silencieuse. À la moitié du repas, j'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée droit dans les yeux. Je devrais te remercier, ai-je dit doucement. La pièce s'est figée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Léa a dégluti. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Pour m'avoir montré qui tu es vraiment, pour avoir prouvé que j'étais plus forte que tu ne le pensais jamais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Savannah, j'ai fait une erreur. J'ai tout perdu. N'est-ce pas suffisant? Je me suis penché en avant, ma voix calme, délibérée. Non, Léa, tu n'as pas tout perdu. J'ai glissé une enveloppe sur la table. Elle a hésité avant de l'ouvrir, et quand elle l'a fait, la couleur a quitté son visage. À l'intérieur se trouvaient des photos, elle et Marcus ensemble avant le mariage. La preuve que leur liaison avait commencé bien avant que quiconque ne le soupçonne. Mais ce n'était pas le rebondissement. Le rebondissement était le document en dessous. Une déclaration sous serment légal, une déclaration jurée que j'avais déposée discrètement il y a des mois, la nommant comme complice dans la fraude de Marcus. Parce que certains de ces transferts n'étaient pas juste des cadeaux. C'étaient des fonds volés blanchis par ses comptes. Sa voix s'est brisée. Tu ne le ferais pas, j'ai souri. Je l'ai déjà fait. Mes parents ont haleté. Les cousins ont échangé des regards. Les mains de Léa tremblaient, le papier bruissait. Tu voulais son argent, son attention, sa place dans ma vie, ai-je dit froidement. Maintenant, tu peux partager sa punition. Le silence qui a suivi était suffocant. Mon père a posé son couteau. Ma mère s'est essuyé les yeux. Et Léa, elle s'est brisée, sanglotant, suppliant. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Parce que la vérité, c'est que je n'avais pas seulement détruit Marcus. Je l'avais attaché à son destin. Et quand il est tombé, elle est tombée avec lui. C'était le coup de grâce final. Il pensait que mon toast de mariage était le summum de l'humiliation. Il pensait qu'il m'avait transformé en blague. Mais je les ai transformés en un conte de mise en garde. Marcus, l'ancien conseiller doré, maintenant fraudeur condamné. Léa, la sœur qui pensait avoir volé ma vie, maintenant marquée comme complice. Et moi? J'ai levé mon verre une dernière fois dans le calme de ce dîner familial fracturé et j'ai prononcé les mots qui m'avaient hanté depuis le début, à la loyauté. Cette fois, personne n'a osé détourner le regard. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la toute fin de cette histoire. La trahison laisse toujours des cicatrices, mais parfois la justice laisse sa marque encore plus profondément. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà été témoin d'une trahison aussi froide ou avez-vous vécu quelque chose qui résonne encore aujourd'hui? Partagez vos réflexions ou vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires de vengeance et de justice qui vous attendent ici.